toute la sous-région est menacée, raison pour laquelle il appelle à une coopération parlementaire pour relever ce défi sécuritaire-là. Et son homologue donc de la Gambie, lui, est revenu sur les relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie et tout ce que nous partageons à travers la culture et toutes ces relations que les deux parlements ont de commun et de particulier. Et chaque année, et à chaque fois aussi qu'il vient au Sénégal, c'est un plaisir pour lui de venir ici. Et ça lui rappelle aussi les bonnes relations que nos deux pays entretiennent. Et s'agissant donc du représentant, ou bien plutôt du président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Lui aussi, donc, il voudrait que cette diplomatie parlementaire-là puisse être pérennisée, raison pour laquelle ils ont été invités ce matin ici à l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de la session ordinaire unique 2024-2025. Je le rappelle, cette session a été ouverte le 2 décembre 2024 et elle doit prendre fin aujourd'hui, donc le 30 juin 2025. Et après Aïssata Tall Sall, comme je l'ai dit tantôt, Abass Fall, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, va prendre la parole. Et cette session-là sera clôturée par le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui sans doute va prendre la parole dans une vingtaine de minutes. Merci Boubacar Dieng, vous suivez tout cela pour nous et nous restons avec l'Assemblée nationale et un dossier que l'on vous promet sur la polémique autour de la dette lors de l'adoption de la loi de finances rectificative. Ce sera avec Mohamed Alimba, il est midi 5 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. 500 milliards de francs CFA pour la relance de l'économie, une manne financière pour le paiement de la dette à certains secteurs comme le BTP, 105 milliards pour le dit secteur dérisoire selon le secrétaire général des travailleurs du secteur des BTP. Diaraf Ndao soutient que l'État devrait au moins apurer leur dette à au moins 80%, estimée à plus de 300 milliards de francs CFA. Diaraf Ndao avec Seydou Nourouba. Je trouve que donc, nous, on espérait au moins que la dette puisse être à hauteur de 85%, mais 105 milliards, vraiment, c'est... Prise en charge médicale pour tout ce qui est médecin en spécialisation. Une énième étape que l'on met en œuvre, parce qu'on a commencé par des grèves, nous avons commencé par discuter avec nos ministères de tutelle, nous avons commencé après par les grèves, puis une marche qui a été suivie par l'ensemble des DS. Actuellement, nous sommes en train de faire ce sitting-là pour continuer notre plan d'action pour faire en sorte que tout ce qui est médecin en spécialisation au Sénégal soit reconnu et un statut pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'ont les travailleurs ou bien qu'auront les étudiants dans leur formation de tous les jours. Je prends en témoin tous les DS qui sont là. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. L'autorité rentre en contact pour régler le problème seulement des grèves. C'est-à-dire que ce qui les intéresse en vrai, c'est de nous faire retourner dans les hôpitaux, mais pas de régler nos problèmes. Nous sommes là actuellement debout devant vous parce que nos problèmes ne tiennent pas avec des promesses. C'est un problème qui est ponctuel, qu'on doit régler de manière factuelle pour tout le monde. C'est-à-dire la génération qui va venir, les docteurs en spécialisation, les internes, tout le monde y compris, on doit résoudre ce problème une bonne fois. Cette année, nous avons décidé de ne pas être là et de ne pas arrêter la grève sur des promesses. Le mouvement d'humeur des travailleurs de la justice, l'entente site juste UNTJ, a déclenché une nouvelle grève de 72 heures ce lundi. Objectif, dénoncer le mépris du gouvernement et l'absence de négociations sur leurs revendications. Le préfet de Nioro apporte des précisions sur l'affaire Alioune Gueye, écartée de la commission de distribution des semences et intrants agricoles. Cette affaire est d'ailleurs à l'origine du mouvement d'humeur du syndicat des techniciens et travailleurs de l'agriculture. Il souligne que cette décision émane du sous-préfet de Médina Sabah et justifie cette mesure par une insubordination de ce technicien en agriculture. Écoutons Ibrahima Fall, interrogé par El Hadj Ndiokoudien. Au niveau arrondissement, il y a ce qu'on appelle la commission locale de distribution des intrants agricoles, qui est présidée par le sous-préfet. Maintenant, le sieur Alioune Gueye y représentait au niveau de Médina Sabah le chef du service départemental de développement rural. Maintenant, ce qui s'est passé, nous avons reçu ampliation d'une lettre du sous-préfet de Médina Sabah qui fustigeait le comportement du sieur Alioune Gueye tout en demandant
au chef de service départemental de le remplacer, ce qui a eu une suite favorable. Et le sieur Alundé a été remplacé pour le bon fonctionnement de la commission. Le sous-préfet a évoqué de l'insubordination, de remise en cause de l'autorité, même de son autorité, beaucoup d'éléments qui ne militent pas en la faveur d'un bon climat de travail au sein de la commission. Le syndicat des techniciens de l'agriculture vous accuse nommément, vous le préfet de Nioro, de l'avoir injustement écarté de la commission. Ils soutiennent que leur collègue a eu comme tort d'avoir fait son travail en dénonçant un manque de transparence dans la commission. Qu'en est-il réellement? Bon, ça c'est son opinion, mais quand on lui a demandé des explications, non seulement on lui a demandé des explications, mais moi-même, quand j'ai reçu le dossier, je me suis rendu moi-même au niveau de l'arrondissement le vendredi matin, et à l'unanimité, tous les membres du comité villageois de Medina Sabakh et de la commission locale de distribution, de réception, de supervision et de distribution des intrants agricoles, à travers le propos, ont tous confirmé que les travaux se sont déroulés en toute transparence. Et que certes, même s'il y avait des doublons qui rencontrent parfois lors des travaux, mais qu'avant la transmission des fiches, tous les doublons ont été corrigés. Donc c'est ce qui ressort de la réunion qui a été tenue le vendredi dernier. À 12h11 dans la vallée du fleuve Sénégal, la menace des inondations plane à nouveau, faisant peser un lourd risque sur le programme national d'autosuffisance en riz. Aucune réhabilitation des milliers d'hectares détruits par la crue exceptionnelle de l'année dernière n'a été entamée. Les pluies reprennent, mais les producteurs déçus et démobilisés dénoncent l'absence totale de soutien. Pas même une visite du ministre de l'Agriculture. Résultat, beaucoup refusent de se lancer dans une nouvelle campagne jugée trop risquée. Ali Bandel-Niang. Alors que l'on avance à grands pas dans cette saison des pluies, les riziculteurs de Matam, eux, risquent de rater la grande campagne agricole de l'hivernage. Malgré les dégâts causés l'année dernière par les inondations, aucune action d'envergure n'a encore été entreprise pour réhabiliter des milliers d'hectares de terres endommagées. Inquiétude, découragement et déception, le programme national d'autosuffisance en riz fortement menacé. Mamoudou Kane est le président de la Fédération régionale des riziculteurs de Matam. L'inquiétude aussi est là dans la région de Matam, surtout avec la météo qui vient de dire qu'il y aura beaucoup d'eau. Donc il y a des périmètres qui seront menacés avec les inondations. C'est vrai que la SAED a déjà fait quelque chose, mais il en reste beaucoup. C'est la raison pour laquelle aussi que les producteurs sont même découragés d'aller en campagne, éviter aussi que les inondations se répètent. Pour réparer certains périmètres, je crois que ce sera un peu difficile. Mais aussi, vraiment, il y a l'inquiétude là. Des producteurs sinistrés qui n'ont pas senti la compassion de leur ministre de tutelle, qui d'ailleurs ne s'est jamais rendu à Matam. Depuis les inondations de l'année dernière, je crois que le ministre n'est pas là. Le ministre de l'Agriculture n'a pas encore mis pied dans la région de Matam. Et d'ailleurs, même depuis qu'il est là, il n'a jamais fait qu'il n'est pas venu à Matam. Mais aussi pour ça, je crois, est-ce que c'est pas encore tard pour ça? Parce que il y a l'hivernage qui s'installe, les périmètres sont près de l'affluent du fleuve. Est-ce que c'est pas aussi tard pour réparer? En plus des difficultés liées à la nature des aménagements et aux réels risques et menaces d'inondation, les lenteurs dans le déploiement des groupes motopompes ne sont pas pour arranger les riziculteurs lourdement endettés après le sinistre de l'an dernier. Matam, Ali Bandel-Niang, RFM. À Kaour, village riverain du fleuve Gambie, dans la commune de Missira, la peur des inondations refait surface. Les mares sont déjà presque pleines après les premières pluies. Les habitants qui alertent s'inquiètent d'un possible débordement et pointent du doigt la faiblesse de l'aide d'urgence. Seulement 10 sacs de riz pour toute la communauté après la dernière crise. À Goulombou, on redoute le pire, par Pousseïnou Diallo. Les habitants de Kouar dans la commune de Missira expriment leur inquiétude face aux fortes pluies qui s'abattent depuis quelques jours. Ousmane Soare est le chef de village de Kouar. Nous sommes vraiment inquiets avec ce qui s'est passé l'année dernière. Nous n'avons aucune issue. Selon lui, la position géographique de ce village situé en aval du bras du fleuve Gambie fait craindre le pire avec la montée des eaux au niveau des mares. Les mares sont presque pleines. Si le pluie continue sur cette lancée, le pire risque de se produire. Le chef de village dénonce le soutien de l'État qu'il juge dérisoire face à l'ampleur de la crise de l'an dernier. En tout cas, nous avons tout perdu l'année dernière. Il n'y a que le sous-préfet qui nous a appuyés avec 10 sacs de riz. Ce que nous déplorons au
vu du nombre d'habitants dans ce village. Les populations de Kouar gardent encore ce triste souvenir. Ils en appellent au centre de responsabilité des autorités compétentes pour que des actions concrètes et urgentes soient engagées. Tambacounda, Pape Ousseinou Diallo, Radio Futur Média. Nous restons dans le monde rural à Ngatchepel, dans la commune de Ngatche-Naoudé. Les habitants ont marché pour exiger l'électrification de leur village. Depuis l'indépendance, aucune lumière, aucun espoir concret, dénonce-t-il. L'absence d'électricité et d'infrastructures isole la zone et freine tout développement. Les manifestants interpellent l'État et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Fatumbo. De l'indépendance à ce jour, le village de Ngatchepel et ses environs vivent dans l'obscurité. Ce manque d'accès à une source d'énergie plonge les habitants dans une profonde indignation et une frustration généralisée. Ils exigent l'électrification immédiate de leur localité ainsi qu'une prise en compte effective de leurs doléances, comme l'a souligné Ridouane Diallo, porte-parole du collectif. Ces villages historiques n'ont jamais été électrifiés depuis l'indépendance. Ces habitants ont longtemps été victimes de promesses. Nous exigeons sans délai l'accès à l'électricité qui construit un droit fondamental pour tout citoyen. Une situation qui n'est pas sans conséquences, déplorent les habitants arborant des brassards rouges en signe de protestation. Ils ont investi les rues pour faire entendre leur voix et dénoncer l'oubli dont ils se sentent victimes. Les femmes et les enfants sont épuisés par des déplacements quotidiens sur une distance de 10 km de décortiquer et de broyer le mil. Ces déplacements ne sont pas sans risque en raison de l'insécurité souvent notée sur la route. Les étudiants ne peuvent rester dans leur domicile pour suivre leurs cours en ligne. Situé à seulement 19 km de la centrale électrique de Kaoun, Ngatchepel se sentent abandonnés. Les habitants menacent de durcir le ton si les autorités compétentes ne réagissent pas. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités compétentes, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sans oublier le ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop. Interpellation constitue le premier pas. Et si rien n'est fait, dans les mois à venir, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais ce qui est de droit. Au-delà de la question de l'électrification, le village souffre également d'un manque cruel d'infrastructures sociales de base. Routes inexistantes, Ngatchepel cumule les retards de développement. Fatumbo Ngatchinaoudé, Radio Futur Média. Dans le monde de l'éducation à Saint-Louis, l'heure est au dernier réglage pour les candidats inscrits au baccalauréat. Ils sont plus de 11 000 dans la vieille ville où l'examen se prépare dans un climat de concentration et de vigilance. Le téléphone portable, ennemi juré du candidat, est au cœur des préoccupations. Les élèves eux-mêmes mettent en garde contre son usage en salle. Les parents, eux, appellent à confisquer les téléphones dès le matin pour éviter tout incident. Au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, les responsables du centre s'activent pour accueillir les deux jurys et les candidats dans les meilleures conditions. Tout est fin prêt. Voilà, nous attendons les candidats, et les correcteurs et les surveillants. Khadiba est le professeur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Elle a confirmé que le dispositif est en place et que la sécurité sera garantie pour le bon déroulement des épreuves. On a pris toutes les dispositions nécessaires comme d'habitude. Maintenant, demain, Inch'Allah, il y aura la police qui va assurer la sécurité. Mais en tant que chef de centre, j'ai préparé les bureaux des présidents. Les candidats comme Amadou Ndiaye, qui passent le baccalauréat en série L2, se sont présentés tôt le matin pour repérer leur numéro de table. On a bien révisé et on a bien passé les cours aussi. Nous sommes là pour voir les numéros de table et les salles de classe. Cette année, les mesures de sécurité sont particulièrement strictes, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'apporter des portables dans les centres d'examen. Mohamed Ndiaye avertit les candidats. Non. Moi, j'ai pas de portable pour le moment, parce qu'on l'avait confisqué il y a 3 semaines. Un autre parent, fraîchement venu de la Mecque, est venu spécialement pour mettre en garde les candidats et leur recommander de laisser leur portable à la maison. Rawan Dupuis lance un message très fort aux candidats. Et ensuite, les parents doivent veiller à ça, c'est que les élèves n'amènent pas leur portable. Le baccalauréat général démarre demain sur l'ensemble du territoire national. L'Académie de Saint-Louis compte 11 877 candidats. Au Sénégal Saint-Louis, RFM. L'actualité internationale. L'actu inter, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Au Togo, plusieurs personnes ont été tuées lors des manifestations organisées entre jeudi et samedi 28 juin.
Au moins 7 personnes ont été retrouvées mortes à Lomé, la capitale togolaise, des dizaines d'autres blessés. Un bilan dressé par des organisations de la société civile en conférence de presse hier dimanche. Elles dénoncent des exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens. Il s'agit de manifestations contre le pouvoir et la hausse des prix. Sodacham. Déployés en nombre dans les principales artères de la capitale, les forces de défense et de sécurité ont fait usage de la force pour disperser les manifestants. Le bilan provisoire fait état d'au moins 7 morts et plusieurs blessés. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile dénoncent un usage excessif de la force et réclament l'ouverture d'une enquête indépendante. Le gouvernement, de son côté, a réagi en évoquant des risques de troubles à l'ordre public pour justifier l'intervention des forces de l'ordre. Des collectifs citoyens annoncent de nouvelles journées de mobilisation dans les prochains jours. En Guinée, le mandat présidentiel est porté à 7 ans dans le projet de nouvelle constitution. C'est confirmé par le président du CNT, le Conseil national de la transition, lors d'une conférence de presse tenue dimanche dans sa Kourouma, a donné quelques détails sur le projet de constitution remis au général Doumbouya depuis jeudi. Le mandat présidentiel passe à 7 ans et n'est renouvelable qu'une seule fois. Le président du CNT a par ailleurs affirmé que Mamadi Doumbouya a le droit de se présenter à l'élection présidentielle, contrairement aux dispositions de la charte de la transition. Il informe également de la création d'un Sénat. Le projet de constitution voté à huis clos sera publié quand Mamadi Doumbouya le décidera, a ajouté le président du CNT. La présidentielle ivoirienne des candidats indépendants conteste le processus de collecte des parrainages. La collecte des parrainages pour les candidats à l'élection d'octobre démarre demain, mardi 1er juillet. Le code électoral prévoit que chaque candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions et dans les districts de Yamoussoukro et Abidjan. À la veille du démarrage de l'opération de parrainage, plusieurs figures politiques, notamment des candidats indépendants, contestent le procédé. Gobia Yabi à Abidjan. Des candidats indépendants au présidentiel d'octobre 2025 contestent le processus de collecte de parrainage. C'est une exclusion voilée selon le candidat Tiemoko Antoine Assalé. En réalité, c'est un formidable, entre guillemets, mécanisme d'exclusion. C'est les grands partis politiques qui en ont voulu pour pouvoir faire une élection quelque chose à huis clos, pour exclure les petits partis ou les candidats indépendants. Ouais. Cela se fait dans un contexte où il y a une confiance qui est retrouvée, dans un contexte où l'élection ne gênait pas autant de passions, dans un contexte où la réconciliation n'a pas été faite. Aujourd'hui, le peuple du Côte d'Ivoire est fractionné, que les populations ont très peur de donner leur nom parce qu'il faut donner sa carte d'identité. On ne sait pas entre les mains de qui votre nom et vos éléments de filiation vont tomber. Et donc tout ça crée une atmosphère qui ne donne pas confiance aux gens et qui ne pousse pas à donner leur parrainage. Pour Vincent Tobi, le vote est secret. Appelez la commission électorale, qu'elle vienne dans une salle chez elle, qu'elle fasse la démonstration du parrainage et vous allez juger. Ce que nous avons entendu lundi est effarant. Il ne faut pas demander d'un pays comme la Côte d'Ivoire d'abord de nous donner des tablettes. Ensuite, nous allons enregistrer les gens. On va faire la reconnaissance faciale de ceux qui votent pour nous. On va prendre les empreintes digitales. On va intégrer leurs données alphanumériques. Pour aller à Djoko Carrefour, où il y a 800 morts, vous pouvez demander à quelqu'un de donner son empreinte, sa reconnaissance faciale pour vous parrainer, pour qu'il ait des problèmes demain. La Côte d'Ivoire est trop fragile pour qu'aujourd'hui, là, vous dévoiliez. Même les pays les plus sécurisés au monde, le vote est secret. Il n'y a aucun pays sur la terre où le vote est ouvert. Le vote est secret partout. Vous mettez un parrainage où n'importe qui peut savoir par n'importe quel jeu que telle personne a voté pour moi. Et si demain il y a des situations sécuritaires, les gens seront victimes de violences. La période de collecte des parrainages ira du 1er juillet au 26 août 2025, date limite du dépôt des dossiers de candidature. C'est tout, Georges, pour cette page internationale. Merci, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Abdoulaye Seck, économiste spécialiste en finances publiques et gestion des risques, et El Hadj Mansour Samb, économiste chercheur. Aux alentours de 12h35, nous allons évoquer la controverse autour des chiffres de la loi de finances rectificative. RFM Sport. Bien, bonjour, Malal Junior Diagne. Bien le bonjour, curé Georges. Ça va? L'imam Malal, dans ce studio pour nous présenter la page des sports. Malal, on démarre par le renouvellement des instances du football. Bakary Cissé à la tête de la Ligue de Ziguinchor. Il a gagné l'élection pour le poste de président ce matin pour devenir le nouveau président de la Ligue régionale de Ziguinchor pour les 4 prochaines années.
Après l'élection, il a tenu ses premiers mots, invitant ses collaborateurs et les acteurs du football à Ziguinchor à l'unité pour faire rayonner Ziguinchor au niveau national et international. Bakary Sissé que voici. Nous avons des idées, nous avons porté le projet Le Sursaut et ce projet-là, nous voulons qu'après 4 ans, que les gens nous disent, écoutez, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet. Et moi, je suis convaincu que ces hommes et femmes talentueux qui aiment la région, qui se battent nuit et jour pour l'essor du football de notre région, pourront s'approprier ce projet pour que cela ne soit pas un vain mot. Ce qui n'est pas facile, c'est vrai. Nous venons de terminer les élections, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un élan national. Aujourd'hui, Ziguinchor a porté une voix et nous espérons que la voix de Ziguinchor sera unique, sera une et indivisible pour qu'on puisse jouer les premiers rôles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes la 3e ligue régionale derrière Dakar et Thiès, mais nous avons joué les dindons de la farce. Football, toujours le Jaraaf qui vise le doublé. Après avoir remporté hier le championnat national de football pour la 12e fois de son histoire, les Verts et Blancs veulent désormais mettre la main sur la Coupe du Sénégal pour encore renforcer leur suprématie au niveau national. Sodecham que nous allons retrouver dans une poignée de secondes. Le Jaraaf donc qui a réussi à remporter le championnat avec 54 points devant l'Union sportive de Gorée et l'Union sportive de Ouakam. C'était donc hier la 30e et dernière journée du championnat national. En attendant de retrouver Sodecham, nous parlons de basketball. Nous reviendrons tout à l'heure pour parler de football avec Soda. L'ASC Ville de Dakar qui gagne sur tous les tableaux. Tous les tableaux, masculins comme féminins, l'AS Ville de Dakar a remporté les titres de champion du Sénégal chez les dames. Pour la 6e année consécutive, les filles de la ville de Dakar ont remporté ce championnat. Comment expliquer ce succès et cette constance? Aboussey, journaliste et responsable du site basketsenegal.com, analyse la performance de l'équipe de la municipalité. Si vous voyez cette domination, cette ultra-domination est le fruit d'un projet qui a abouti. Un projet qui a démarré dans les années 2000 avec le président Yatma Diaw et ses collaborateurs. Donc ils ont pu au fil des années bâtir une grande équipe capable de dominer le basketball féminin local. Et voilà le résultat. Depuis 2019, l'ASC Ville de Dakar enchaîne les titres de champion. Il faut souligner aussi que c'est en 2017 que Ville de Dakar avait disputé sa première finale de championnat. L'équipe l'avait perdu face au Saint-Louis Basket Club. À cette période, dans les années 2010, on avait vu que c'était le Dakar Université Club et le Saint-Louis Basket Club qui dominait le basketball féminin ici au Sénégal. Mais l'ASC Ville de Dakar a su se frayer un chemin pour monter sur la plus haute marche du podium et s'asseoir comme l'équipe qui domine le basketball sénégalais. La preuve, l'équipe est partie, l'équipe a disputé l'équipe a disputé deux fois la Coupe d'Afrique des clubs féminins en 2022 et en 2024. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe sénégalaise représenter le pays dans les compétitions continentales chez les dames. Donc autant dire que l'AS Ville de Dakar a pu mener à bout son projet. Son projet a noté également que chez les hommes, l'AS Ville de Dakar a remporté le titre de champion et donc qualifié pour la 2e année consécutive au niveau de la Basketball Africa League. Georges, on a la permission de revenir sur Soda Cham? Eh bien, allez-y. Donc on revient sur Soda qui analyse la volonté de... Qu'elle fasse vite. Qu'elle fasse vite. Oui. Bon, donc Soda Cham sur le Jaraaf qui veut réaliser le doublé. Après avoir atteint leur premier objectif, qui est le titre de champion, les Jaraafman se penchent déjà sur la finale de la Coupe du Sénégal. Le capitaine des Verts et Blancs confirme Mahaben Ahmadba. Vu que là, on a atteint notre premier objectif, on se dit que maintenant, l'objectif principal, c'est le doublé. Et Inch'Allah, on va aborder ce match avec plus de confiance et de sérénité. Oui. Le portier du Jaraaf va dans le même sens, Sherlon Ndoye. On a joué un championnat très difficile. Jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas qui devait être champion. Maintenant, on va faire focus sur la Coupe du Sénégal. L'objectif, c'est de réaliser le doublé. Buteur, hier, lors de la dernière journée, Mbaye Ndiaye et Ababakar Sarr restent optimistes pour le doublé. On est prêt pour la finale de la Coupe du Sénégal. Le groupe est prêt, l'envie est là, la soif est là. On veut gagner dès mardi. On retourne au travail pour se préparer pour remporter la finale de la Coupe du Sénégal. Et oui, ils
Ils étaient nombreux hier au stade Djagali Bahayoro, des supporters du Jaraaf. Et pour la Coupe du Sénégal, ils comptent encore faire une grande mobilisation, nous dit le président des supporters du Jaraaf, Daouda Gueye. Vous allez voir une mobilisation exceptionnelle, triple XL. Nous sommes tous prêts, déterminés avec la ferme volonté de réaliser quelque chose d'exceptionnel afin de pousser notre équipe à gagner la Coupe du Sénégal. L'objectif du club, des joueurs et de nos supporters, c'est de réaliser le double. Mais avant cette finale de la Coupe du Sénégal, le Jaraaf va recevoir son trophée ce dimanche au stade municipal de Yoff. Voilà, Georges, elle a fait 1,47, je pense qu'elle a fait vite. Si vous ne vous intéressez pas qu'au sport, Malal Junior Diagne, vous nous signalez un accident à hauteur de EMG. Oui, on a vu l'information, nous allons creuser tout à l'heure. Il y a eu un mort signalé et plus d'une trentaine de blessés. Un accident entre un car Ndiagandiaï et une voiture 4x4. Georges. Merci, Malal Junior Diagne, midi 31 minutes. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour sur la polémique autour de la dette lors de l'adoption de la loi de finances rectificative et cette déclaration du ministre des Finances, Cheikh Diba, qui rejette le poids de la dette sur l'ancien régime. Nous n'y sommes pour rien. J'étais juste un architecte, l'ancien directeur de la programmation budgétaire. Peut-il s'en tirer à si bon compte? Nous avons posé la question à des spécialistes du sujet. Les archives sonores ont été mises à contribution pour y voir plus clair. Mohamed Ali Mouba. Cheikh Diba, ancien directeur de la programmation budgétaire, simple architecte, petit exécutant des volontés du régime actuel. Hier à l'Assemblée nationale, l'actuel ministre des Finances s'est défaussé sur Macky Sall et ses partisans. La dette, ce n'est pas nous. Les 10 000 milliards ne relèvent pas de la responsabilité du gouvernement actuel. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous sommes ouverts pour qui veut à faire un travail contradictoire et montrer dans le détail l'origine de tous les francs qui sont dans le besoin de financement. C'est de la responsabilité du régime passé. Mes questions. Cheikh Diba était-il un simple architecte? Un outil, en tout cas, sur la tribune de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, a reconnu publiquement le rôle qu'il a assumé à ses côtés. Que j'ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance. C'est pourquoi je dis aujourd'hui un grand merci à chaque agent de ce ministère. Merci du fond du cœur. Je reçois cet habit des mains d'un ami, d'un mentor, d'un homme pour qui j'ai infiniment de respect. Donc je veux nommer Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba. Voilà un homme dont les qualités professionnelles et humaines font l'objet d'une rare unanimité. Un homme qui a consacré plus de 30 années de sa vie au service de l'État, vient de le rappeler, mais avec un dévouement exemplaire. Lorsqu'on succède à un tel homme, on se doit d'être. Mais je bénéficie d'un avantage. J'ai eu la chance de compter parmi ses proches collaborateurs pendant des années, de profiter de son expérience et de son expertise. Pour l'inspecteur du travail à la retraite, Abdou Fouta Yahoumpa, en se défaussant sur ses anciens collaborateurs, Cheikh Diba a simplement manqué de courage et d'éthique. Sa position sous le régime de Macky Sall en faisait un acteur principal de l'endettement, ne peut pas s'en dédouaner. La deuxième, c'est que c'est au nom de la continuité de l'État. Quel que soit quand on hérite d'un État, on hérite de tout. C'est comme en termes d'héritage d'une personne décédée, on hérite l'actif et le passif. Et la troisième, c'est qu'en tant que ministre à l'heure actuelle, il doit assumer toutes les responsabilités qui incombent à sa fonction. Reste à savoir, par ailleurs, si un architecte peut tout faire pour son client, sans se soucier de l'éthique et de la morale qui gouvernent sa profession. Alimou qui revient d'ailleurs dans sa revue de presse sur la loi de finances rectificative qui a été adoptée en fin de week-end à l'Assemblée nationale par les députés. À 12h34, bientôt 35, la revue de presse. Bonjour. Retour sur l'adoption de la loi de finances rectificative 2025, débat houleux autour de la dette. Le budget de la discorde pointe en première page du journal Enquête, débat houleux autour de la dette et des incohérences du budget passé en procédure d'urgence au grand don de l'opposition. Le journal Les Échos qui a couvert ce face-à-face entre Cheikh Diba, le ministre des Finances, et les députés rapportent que majorité et opposition se sont étripiés lorsque Cheikh Diba, répondant aux interpellations des parlementaires sur la dette, a rejeté
encore une fois de plus la faute sur l'ancien régime. Les 10 200 milliards de francs CFA de dettes contractées ne relèvent pas de notre responsabilité, a-t-il soutenu. Nous n'y sommes pour rien. Suffisant alors pour que les réponses fusent de partout, constate le journal Les Échos. Aïssata Tall Sall s'interroge. Elle interroge Cheikh Diba. Est-il vrai, monsieur Diba, que c'est vous qui étiez le directeur de la programmation budgétaire sous l'ère Macky Sall? Hier, c'est vous qui étiez ici. Aujourd'hui encore, vous êtes là. L'avez-vous oublié? Demandait-elle. Réponse de Diba. Dans le même journal, j'étais un architecte et j'ai travaillé selon les données du terrain. Pour Abdoumbo, rien qu'une parade pour n'avoir pas assumé encore ses responsabilités. Ce n'est pas tout. Le député Tafsir Kioy pointe pour sa part des réserves sur l'intégration des données de la Cour des comptes. Et Al-Fatri de poser alors la question suivante: où va le Sénégal? Sceptique, l'horizon n'est pas dégagé selon le confrère. C'est parce que, comme le relève le confrère, l'économie se porte mal et la LFR adoptée ce samedi le montre clairement. Cheikh Diba a toujours du mal à équilibrer les finances publiques. Il délivre un chèque sans provision, mais le soleil garde espoir. La relance de l'économie est en ligne de mire selon la publication titre du journal sur la base des propos de Cheikh Diba, qui a soutenu que certes la situation est difficile mais elle est encore gérable. Quoi qu'il en soit, Vox Populi note que l'État du Sénégal s'est attaché les services du cabinet Mazars pour auditer la dette publique. Tribune qui prend prétexte du Jubal Jubanti de demander alors des comptes aux nouveaux DG millionnaires. Qui sont ces valeurs? S'interrogeant la publication, le journal rapporte sans attendre les accusations du journaliste Serigne Saliou Gueye, un journaliste pro-Pastef qui a accusé des DG de jeu avec l'argent public. Des directeurs généraux sous le gouvernement Ousmane Sonko en train, selon lui, de construire des maisons de 100 millions de francs CFA. Qu'ils arrêtent de s'enrichir illicitement, les cours de contrôle doivent sévir. Fadilou Keita demande à Serigne Saliou Gueye de donner des noms, relève encore la publication. En première page du journal L'Observateur, politique migratoire impitoyable en Turquie, l'enfer des Sénégalais là-bas, plongé dans le calvaire d'une diaspora qui crie au secours, contrôle, rafle, expulsion. Les récits poignants de Fatou Fall, présidente des femmes sénégalaises de Turquie, même avec un titre valide, eh bien, on n'est plus en sécurité en Turquie, déplore Daouda Sow, commerçant à Istanbul. Dopage, suspension et scandale, les dessous explosifs de l'affaire Citeux, le CNG intransigeant, Lansar crie au complot, Albourah Evans dans l'attente, le combat avec Balla Gaye 2 tombe à l'eau. Vous savez, Citeux a été sanctionné. Oui, le combat Citeux contre Balla Gaye 2 qui était prévu le 20 juillet 2025 ne devrait plus se tenir si la sanction infligée à Citeux par l'organisation nationale anti-dopage du Sénégal. Et force est de constater, note le journal, que c'est Aziz Ndiaye, le promoteur de lutte, qui a déjà investi des centaines de millions, qui reste le grand perdant dans cette affaire. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 38 minutes, nous parlons de la polémique sur les chiffres de la loi de finances rectificative adoptée en fin de week-end à l'Assemblée nationale. Et pour en parler, Abdoulaye Seck, économiste spécialiste en finances publiques et gestion des risques. Bonjour Abdoulaye Seck. Bonjour Georges, bonjour aux auditeurs de RFM. Avec nous également El Hadj Mansour Samb, économiste chercheur. Bonjour El Hadj Mansour Samb. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Alors, d'abord, nous démarrons avec Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck, on l'a dit, cette loi de finances rectificative a été adoptée à l'Assemblée nationale en fin de week-end. Une loi de finances rectificative qui a été à l'origine d'une polémique à proprement parler sur les chiffres. En tant qu'expert en finances publiques, considérez-vous que les documents budgétaires présentés dans la loi de finances rectificative respectent les standards de transparence et de sincérité comptable? Bonjour Georges. Effectivement, moi, je voudrais dire que en fait, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les lois de finances rectificatives 2024 et 2025 qui ont été présentées par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des finances et du budget et tous les techniciens du ministère. Donc, je pense que les standards, effectivement, l'essentiel des enseignements qu'on peut tirer par rapport à la situation macroéconomique, mais également par rapport à la situation spécifique du Sénégal, montrent qu'effectivement, presque toutes les prévisions ont été revues à la baisse.
que c'est la tendance globale et générale. Et maintenant, il est évident que effectivement, ça a été fait en toute conscience et également en toute transparence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les principes comptables, surtout en finances publiques, qui sont les principes de l'annualité du budget, qui sont les principes de la sincérité et de la régularité. C'est-à-dire qu'il faudrait que le budget soit beaucoup plus sincère par rapport à ce qui a été prévu, par rapport en fait aux capacités techniques et financières du pays. On ne peut pas se permettre de mettre des budgets extraordinaires dont on est sûr à 80-70% qu'on ne pourra pas réaliser. Donc, compte tenu de cet aspect-là, mais également confronté à la réalité dans la pratique des choses, nous avons vu que le budget a quand même subi des modifications avec une tendance baissière par rapport à la loi de finances initiale de 2025. Donc, cette loi de finances rectificative 2025, sa tendance, c'est réduire les prévisions en termes de déficit, réduire les prévisions en termes de recettes à collecter, mais également essayer de compresser les dépenses et de faire des arbitrages pour être beaucoup plus en phase avec la réalité économique et financière du Sénégal à l'instant T. Comment expliquer alors cette polémique sur les chiffres? Cette polémique révèle-t-elle un déficit de traçabilité ou simplement une divergence d'interprétation technique? Je pense que c'est plus une divergence d'interprétation technique qu'un problème de traçabilité des choses, qu'un problème de traçabilité des événements. Maintenant, il y a également un aspect par rapport à moi je l'avais évoqué dans une de mes interventions au niveau sur le RFL, c'est en fait, anciennement, nous avions un problème de traçabilité, une multiplicité en fait des bases de données qui sont au niveau des directions du budget, direction de la dette. On n'avait pas une certaine unicité en fait des concepts, une unicité des bases de données qui permettraient d'avoir une évaluation conforme soit en étant dans une direction ou dans une autre. Ce qui a été également ressorti sur le rapport qui a été fait en début d'exercice pour ce nouveau régime. Maintenant, par rapport à cette dette sur 2024-2025, l'accroissement de la dette, il est évident que le Sénégal, la dette s'est accrue de 10 241,7 milliards. Donc, c'est ça la vérité des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par rapport à ces 10 milliards-là? Il y a des problèmes d'interprétation, mais je pense que ce qui est logique et constant dans cette affaire, c'est que l'emprunt brut du Sénégal sur ces deux périodes est passé à augmenter de 10 241,5 milliards. Maintenant, dans ces 10 241,47 milliards, il y a un accroissement réel qu'on peut considérer comme accroissement réel. À qui imputer justement ces 10 000 milliards de dettes? Le ministre des Finances et du Budget s'en est lavé les mains. Oui, mais je reviens sur ça, c'est là où je viens en venir. C'est qu'en fait, ces 10 200 et quelques milliards, 41,7 milliards, c'est une dette du Sénégal. Une dette du Sénégal. Mais comment ça a été fait? Déjà, il y a 4 222 qui sont des créances nouvelles pour l'accroissement, ce que j'appelle l'accroissement réel ou net en fait du stock. Mais il y a 60% de ces 10 000 qui sont qui tournent autour de 6 249 milliards, qui sont des emprunts empruntés pour refinancer, pour payer des dettes qui sont arrivées à échéance. Comment ça a été fait? Entre 2019 et 2024, durant le régime du président Macky Sall, c'est le régime où le Sénégal a connu beaucoup plus d'investissements durant son évolution. Maintenant, pendant cette période de 2019 à 2024, le Sénégal a connu vraiment beaucoup d'investissements sous le régime du président Macky Sall. Mais il est évident également que c'est le moment où le Sénégal a beaucoup plus emprunté dans sa quête d'emprunt. C'est le moment où le Sénégal a beaucoup plus emprunté entre 2024 et 2025. Et c'est des emprunts qui étaient à maturité 6 et 5 ans. Donc, 2019-2024, nous avons déjà 5 ans. 2025, nous sommes à 6 ans. Il est évident que les remboursements vont être selon maintenant le rythme d'emprunt qui a été fait 5 ans en arrière. Donc, 60% de ces 10 241, ce sont de l'argent qui est emprunté encore pour payer ce qu'on appelle le refinancement, la dette qui est arrivée à échéance, et cette dette-là qui a été contractée il y a 4 ou 5 ans derrière. Merci. Je reviens à vous, Abdoulaye Seck. El Hadj Mansour Samb, d'abord sur ces 10 000 milliards de dettes, qu'est-ce que cela vous inspire, cette polémique entre l'actuel régime et l'ancien? Ok, vous savez, les 10 000 milliards de dettes, c'est composé de quoi? Et Cheikh Diba qui fait dans le ponce-pilatisme. C'est ça, parce que quand on parle de 10 000 milliards, il veut parler de 2024 et 2025. Parce qu'il faut savoir uniquement pour la loi de finances initiale, il avait prévu un besoin de financement de 4 573 milliards. C'est-à-dire c'est
ce que l'État devait aller chercher pour financer son développement. Donc, il faut savoir que la loi de finances rectificative a amené ce besoin de financement à 5 715 milliards. C'est quoi le problème? Et puis d'abord, pourquoi on a fait une loi de finances rectificative? Parce qu'on avait fait une loi de finances initiale, et maintenant, avec le rapport de la Cour des comptes, on avait vu qu'il y avait une dette cachée, et maintenant, cette dette qui n'était pas mise dans la loi de finances devrait être mise maintenant dans la loi de finances rectificative. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez, quand on parle d'endettement d'un pays, l'endettement c'est quoi? C'est le déficit budgétaire. Je vais venir. Quand un pays fait son budget, fait ses prévisions de budget, il dit que moi, je veux des dépenses il prévoit des dépenses de 5 000 milliards et des recettes de 4 000 milliards. Il y a un besoin de financement de 1 000 milliards qui est le déficit. Maintenant, ce qui fait l'endettement, c'est quoi? C'est ce déficit où il faut augmenter ce qu'on appelle l'amortissement. Parce que la dette est composée de quoi? Il y a le capital et il y a les intérêts. Aujourd'hui, les intérêts sont budgétisés au niveau de la loi de finances. Et cet intérêt budgétisé est couvert par ce qu'on appelle le déficit. Parce que le déficit, c'est dépenses moins recettes. Et comme que les intérêts sont dans les dépenses, on les met dans le déficit. Maintenant, il y a une autre somme qui est importante, c'est le capital, qui est amorti pour être payé chaque année. Et c'est ce capital qui fait, aujourd'hui, au niveau de la loi de finances rectificative, c'est le capital qui fait 4 019 milliards. Et le déficit à financer par l'État est à 1 600 milliards. Quand M. le ministre Diba dit que toute cette dette-là, ça a passé en Macky Sall, il veut parler du capital qui est amorti et qu'on doit payer chaque année. Ce sont des dettes qui ont été des dettes qui existent depuis 2, 3 à 4 ans, 5 ans et qui sont amorties chaque année. Aujourd'hui, quand tu vois le besoin de financement, aujourd'hui, quand tu vois les autorisations d'emprunt, qui sont de 5 715 milliards pour la loi de finances rectificative, plus ce qu'il y avait en 2024, ça te fait 10 000 milliards. Parce qu'il faut savoir que le régime est là depuis 2024. Maintenant, les gars, ils prennent le calcul, ils additionnent 2024-2025, ça donne 10 milliards 200. Maintenant, quand tu vois ces 10 milliards 200, presque le besoin de financement réel, qui est le déficit budgétaire, il va être combien à 3 000 milliards. Et tout le reste, c'est l'amortissement de la dette, des dettes anciennes, qui sont à plus de 100%. Mais estimez-vous, M. Samb, que ces chiffres réajustés traduisent une révision réaliste de la conjoncture macroéconomique ou cache-t-on des tensions plus profondes dans la gestion budgétaire? Aujourd'hui, on sait que le président l'avait dit depuis longtemps. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre budgétaire. Aujourd'hui, comment ça s'appelle encore? Aujourd'hui, des finances publiques a montré qu'aujourd'hui, l'État doit plus d'argent qu'il ne croyait. Aujourd'hui, presque le besoin de financement a explosé. Imaginez 5 715 milliards. Ça, c'est énorme. C'est pourquoi ça s'est répercuté dans le rapport trimestre d'exécution budgétaire. On voit que les investissements ont beaucoup diminué. Pourquoi? Parce que l'État n'investit pas, parce qu'aujourd'hui, la charge est importante. Il faut payer les fournisseurs, il faut s'occuper vraiment des dépenses courantes. Et dans les dépenses courantes, il y a le service de la dette qui est très important. Il y a les intérêts de la dette qui est très important. Aujourd'hui, on voit que au niveau de la masse salariale, c'est incompressible. Ça augmente de plus en plus. Aujourd'hui, au niveau du budget de fonctionnement, là, ils ont fait des diminutions. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des sages qui sont là, ces sages sont énormes, et ces sages sont répercutés sur les investissements. Et dans un pays, quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. C'est l'investissement qui fait le développement. Et l'investissement, c'est quoi? C'est la dépense publique. Aujourd'hui, si l'État a du mal à dépenser, parce que les sages sont énormes, ça se répercute sur le niveau de vie des Sénégalais, ça répercute vraiment sur la création d'emplois. Et c'est ce que le Sénégal est en train de traverser aujourd'hui. Vraiment, c'est très difficile, parce que les sages l'emportent plus sur l'investissement. Aujourd'hui, l'État n'a pas encore beaucoup de marge de manœuvre budgétaire. Et ça va se répercuter sur la création d'emplois. Pourquoi? Parce que l'État investit, l'État fait de la dépense. Et cette dépense doit être exécutée par les entreprises locales. Bien, je reviens donc, aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes. Heureusement que l'État a prévu 100,9 milliards pour payer vraiment toutes les dettes aux entreprises. Ça, peut-être, ça pourra amener les entreprises vont vraiment souffler.
pour le deuxième semestre de 2025. Bien, je reviens à vous, El Hadj Momar Sam, pour terminer avec Abdoulaye Seck. Abdoulaye, le déficit budgétaire annoncé reste-t-il soutenable dans le contexte actuel? Quelles sont les marges de manœuvre réelles de l'État? On avait entendu le chef d'État dire que leurs marges de manœuvre sont réduites. Quelles sont les marges de manœuvre réelles face à une baisse des recettes et une hausse des dépenses imprévues? Je pense qu'il est évident que les marges de manœuvre sont réduites, mais il faudrait quand même qu'il y ait des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse traverser avec cette situation de tension financière. Nous sommes dans une situation réelle de tension financière au Sénégal. Maintenant, il va falloir essayer de développer d'autres alternatives. Et si vous regardez bien certains aspects dans les recettes qui ont été annoncées sur les lois de finances, surtout le rapport d'exécution budgétaire, vous voyez que, par exemple, si je prends l'exemple des recettes, des taxes, des recettes fiscales, vous voyez que la progression est devenue un peu plus lente. Nous avons toujours une progression, mais qui est devenue un peu plus lente. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là également, il va falloir aller vers la détection de nouveaux, en tout cas de niches, de nouvelles niches de perception, mais également élargissement de la base de l'assiette. Donc il faudrait quand même qu'on ait des stratégies ciblées sur certains aspects de l'économie. Par exemple, effectivement, c'est bon de rembourser la dette intérieure parce que à l'heure où on parle, les PME et PMI perdent 80 à 85% de leurs commandes si l'État n'investit pas. Ces pertes de 80 à 85% de leurs commandes, ça veut dire que l'activité économique sera au ralenti, ça se ressentira au niveau des ménages, mais ça se ressentira également au niveau de l'emploi. Il faudrait qu'on ait des stratégies ciblées, il faudrait qu'on ait une coopération, en tout cas internationale, aller s'ouvrir un peu vers l'extérieur, mais avec un dynamisme économique et des réalités qui seront un peu différentes par rapport aux situations de base. Ce ne sera pas facile parce que actuellement, l'aspect macroéconomique est devenu très difficile compte tenu des guerres et des positionnements stratégiques qui font que, effectivement, l'accès au marché devient de plus en plus difficile et que les ressources à long terme qui doivent servir, qui doivent soutenir un financement, par exemple, à 2050, ces ressources se raréfient. Donc, il faudrait vraiment très sérieusement qu'on puisse jouer sur nos atouts, mais de façon à l'intérieur, mais également essayer de développer des coopérations au niveau international qui nous permettront vraiment d'aller vers des situations meilleures. Parce que nous sommes en situation de tension, là où maintenant les investissements sont devenus presque nuls, ce qui fait que l'activité économique au niveau interne est vraiment au ralenti. Les PME perdent à 80 à 85% de leurs commandes, et ça se ressent au niveau des ménages, ça se ressent au niveau de l'emploi, mais également des revenus intérieurs et de l'intervention de l'État par rapport à la prise en charge de certaines dépenses récurrentes et des dépenses comme la santé, l'éducation, les inondations, donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont en pâtir. Merci. Merci Abdoulaye Seck, économiste spécialiste en finances publiques et gestion des risques. Alors, pour terminer avec vous, El Hadj Momar Sam, à quel risque expose-t-on l'économie si les prévisions contenues dans cette loi de finances rectificative ne sont pas rigoureusement suivies ou si elles sont fondées sur des hypothèses optimistes? Ok, pour rappel, c'est El Hadj Mansour. Excusez-moi. Donc, il faut savoir une chose. Il faut savoir que c'est la dépense qui fait l'économie. Un État qui ne dépense pas, un État qui n'investit pas, ne crée pas d'emploi et ne permet pas à ses entreprises de vivre. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un peu tendu. Si on prend seulement l'exemple du rapport trimestriel d'exécution budgétaire, c'est quoi? Ça dit que les recettes ont diminué, c'est normal. Pourquoi? Parce que comment l'État obtient des recettes? C'est en taxant l'activité économique. L'État taxe l'activité économique pour avoir les recettes. Maintenant, si l'activité économique ne marche pas beaucoup, l'État n'a pas beaucoup de recettes, alors que les dépenses sont déjà là, il faut les payer. C'est ça qui pose problème, qui fait que l'État est souvent sur les dépenses de fonctionnement que sur les dépenses d'investissement. Parce que le fonctionnement, il est là, c'est que ce qui est là, ce sont des salaires qu'il faut payer, c'est une dette qu'il faut payer. Alors que l'investissement, ça va au ralenti. Conséquence, si l'investissement va au ralenti, l'activité économique aussi va au ralenti. Ça se répète aussi sur la fiscalité. Pourquoi? Parce que l'État ne pourra pas beaucoup taxer les entreprises parce que l'activité économique, comme je l'ai dit, va au ralenti. Donc tout ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des marges de manœuvre. Aujourd'hui, l'État est en train de travailler sur le marché régional. Et cela passe par l'endettement. La trajectoire de la dette est-elle encore viable? Si, c'est viable. Aujourd'hui, la trajectoire est très viable. Aussi, l'État est en train de s'endetter de façon plus sûre, de s'endetter en francs CFA
le 19 juin passé, l'État a fixé un objectif de 300 milliards au niveau du marché financier régional. Et tout le monde sait que ça va dépasser. L'État pourra tirer jusqu'à 500 milliards au niveau de ce marché. Aujourd'hui, l'État prévoit encore d'aller sur 200 milliards pour aller sur plus de 400 milliards. Aujourd'hui, l'État a fait option sur le marché financier régional pour vraiment financer son activité. Il faut savoir une chose. On avait un contrat avec les FMI sur 5 ans de 1000 milliards. C'était 200 milliards par année. Aujourd'hui, seul le marché financier régional peut nous donner 300 milliards ou 200 milliards, plus de 300 à 200 milliards par année, et surtout en monnaie locale. Parce que les FMI nous donne en dollars, et quand on est en dollars, on est exposé au régime de change, et ça devient dangereux. Merci. Maintenant, c'est une option que l'État a pris, le marché financier régional, l'État a pris. Aujourd'hui, l'État ne peut pas augmenter la fiscalité au niveau des entreprises, parce que les entreprises sont trop fatiguées. Aujourd'hui, l'État n'attend pas beaucoup de choses du pétrole et du gaz, parce qu'on a de petites ressources à cause des contrats qu'on a négociés. La seule option aujourd'hui, crédit qu'on a, c'est le marché financier régional. Et est en train de travailler sur ça vraiment pour on peut aider l'entreprise à vraiment assouffler un peu, l'économie à assouffler un peu. Merci El Hadj Mansour Sam, c'est bien El Hadj Mansour Sam. Économiste, chercheur, merci Abdoulaye Seck, économiste spécialisé en finances publiques et gestion des risques. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci de nous avoir suivis. Dans moins de 4 minutes, le grand journal en Wolof avec El Hadj Diogoudien. Bon après-midi à toutes et à tous. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.